Mais il faut dire que ce massacre était un moyen pour bloquer les négociations. Alors Trump dit après coup, non, finalement, les massacres, c'est arrêté, c'est fini, je négocie. Et c'est là que Netanyahou dit, c'est pas possible. Moi, je veux une guerre, je veux reprendre la guerre. 3000 morts en 2 nuits, c'est colossal. C'est Oui. colossal. C'est colossal. Les Iraniens, il faut les respecter, c'est pas de la viande. Israël, lui, n'a pas envie d'avoir un Iran, quel que soit son régime politique, un Iran fort de 92 millions d'habitants, ayant une histoire politique, ayant de l'argent, du pétrole, du gaz, des ingénieurs, une industrie, une ambition politique. L'Iran est un des 5 pays au monde capables de mettre un satellite sur orbite, de petits satellites, mais ils sont capables de le faire, et d'avoir développé une industrie de missiles et de drones par la suite, exceptionnelle au niveau international. Et là aussi, avoir des milliers, je dis bien des milliers de missiles capables de toucher Israël à 3000, à 2500 km de là, avec une grande précision, c'est un succès militaire, mais surtout industriel considérable. Le ministre des Affaires étrangères français disait hier ou avant-hier, il faut que l'Iran fasse des concessions. Attendez, il faut demander aux Israéliens de faire des concessions, aux Américains de faire des concessions aussi. C'est eux qui ont lancé la guerre. Bienvenue sur Citoyen Culture. La guerre des États-Unis et d'Israël sur l'Iran marque sans doute un tournant dans l'histoire mondiale, dont nous peinons encore à saisir l'ampleur des répercussions. Elle touche de surcroît une région que des non-spécialistes comme nous connaissent somme toute assez mal et sur laquelle nous projetons souvent un regard lacunaire, voire caricatural. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, notre pays sera concerné par les conséquences de cette guerre. Afin d'améliorer nos connaissances et d'affiner notre compréhension de la situation, j'ai invité Bernard Orcade, spécialiste de l'Iran moderne, pour nous parler des mutations en cours de l'État, et non du régime, nous y reviendrons, iranien. Quelles sont les conséquences de la décapitation des hauts cadres en février dernier pour la survie du pouvoir en place? Qui les remplace? Quelle est leur vision du monde? Et comment la population iranienne vit cette situation? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre. Bernard Orcade, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, Bernard Orcade, vous êtes géographe, directeur de recherche honoraire au CNRS et l'un des spécialistes francophones de l'Iran, un pays que vous connaissez bien puisque vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran pendant plusieurs années. Avant d'enchaîner sur notre sujet, est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre parcours et comment vous êtes arrivé à vous intéresser à l'Iran? Alors, je suis arrivé en Iran en 1970 par le plus pur des hasards, comme coopérant militaire. Et ensuite, j'ai commencé mon doctorat sur le pastoralisme dans les montagnes de l'Alborz, très loin des questions de politique. Mais je me suis retrouvé en 78, au début de la révolution islamique, de la révolution nationale iranienne, comme directeur d'Institut français de recherche en Iran pour développer les sciences sociales dans un institut qui était jusqu'alors spécialisé en archéologie, en littérature et en histoire. Et donc, j'ai assisté à la révolution iranienne, à la chute du Shah, l'arrivée de Khomeini, la prise en otage des diplomates américains, la guerre Irak-Iran. Donc, j'ai été témoin Ah oui, d'une révolution, ce qui est pas banal dans l'histoire d'un chercheur, qui ont fait que je me suis beaucoup plus intéressé ensuite aux questions de géopolitique, de changements sociaux, pourquoi cette révolution est arrivée, et laissant un peu, hélas, les questions d'études du pastoralisme iranien et des montagnes que j'ai continué à étudier quand même. Et donc ensuite, pendant 15 ans, donc j'ai dirigé un institut qui était fermé à Téhéran, mais qui était ouvert de facto, et fermé des jurés, mais ouvert de facto. Et donc j'ai pu pendant 15 ans ainsi garder des relations avec les amis iraniens et les collègues, jusqu'à ce que l'institut réouvre ensuite et referme ensuite en 2009, quand toutes les relations culturelles ont été interrompues avec l'Iran. Et maintenant, le bâtiment que j'avais construit en 1978-80 a été bombardé par les Israéliens. Euh, disons, ah oui. notre bâtiment avait été, on a été expulsé de l'endroit où on était puisque le guide avait récupéré tout le quartier, tout le pâté de maison. Et le bâtiment était à l'époque dans un quartier central de Téhéran. Donc, on a été exproprié en 1991. On a, on a déménagé dans le bâtiment en location. Mais le bâtiment que j'ai construit, donc, qui était abandonné pour d'autre part, était, je crois, c'était les services, l'infirmerie du bureau du guide qui était là. Ce D'accord. bâtiment a été détruit par les Israéliens dans le 28 février dernier. Donc j'ai Ah oui. d'excellentes relations et d'excellents souvenirs envers la République islamique qui nous a expulsés et les Israéliens qui ont détruit le bâtiment que j'avais construit. Voilà, c'est une anecdote pour vous dire que donc je m'intéresse et j'ai dirigé ensuite l'Institut de recherche français en Iran à Paris.
équipe de Ouais, recherche du CNRS, qui essayait de travailler sur l'Iran contemporain. oui. Votre anecdote, j'ai l'impression, illustre peut-être aussi les Iraniens dans leur ensemble pris entre deux tenailles. J'ai l'impression de problèmes, malheureusement. Alors, juste avant d'enchaîner sur le cœur, peut-être rapidement sur le plan peut-être un peu plus personnel, plus humain. Vous avez vraiment été au cœur de beaucoup d'événements importants de l'histoire iranienne. Qu'est-ce qui vous a marqué de cette société iranienne, de ce peuple iranien que peut-être en France, en Occident, on ne perçoit pas. Peut-être rapidement, un petit mot là-dessus. On donne souvent de l'Iran une image stéréotypée. Alors certains disent l'Iran est un pays de grande civilisation et on se réfugie dans l'antiquité iranienne. Bon, c'est une réalité. D'autres disent non, l'Iran c'est l'islam, il n'y a que l'islam qui compte, tout le reste c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Et troisièmement disent l'Iran est international, tous les Iraniens ne regardent que la Californie, etc. Ce qui est vrai, mais ce qui est faux aussi. C'est un peu des trois. C'est un peu de l'Iran national, de l'Iran éternel. L'Iran est une république, mais organisée du point de vue culturel autour de l'islam chiite au XVIe siècle. L'État iranien contemporain est fait autour de l'islam chiite au XVIe siècle, avec Ispahan pour capitale. Et l'Iran est le pays le plus tourné vers le monde international grâce au pétrole depuis le début du XXe siècle. C'est un des pays du Moyen-Orient dont les plus ouverts au monde international de facto. Et donc, ce qui m'a, une anecdote si vous voulez, Oui, le jour où justement on a inauguré le bâtiment dont j'ai parlé, qui était le bâtiment de l'Institut français de recherche en Iran, c'était un jour où il y avait une répression très très forte contre la gauche en Iran et le gouvernement islamique était en train de tirer sur tout le monde, il était au bord de la guerre civile quasiment. Et ce soir-là, il était prévu une conférence sur Ferdowsi, qui est le grand poète iranien chantant le nationalisme iranien. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Les gens étaient venus à la conférence, la salle était pleine, il y avait 300 personnes dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même une conférence sur Ferdowsi. Et oui, on a fait la conférence sur Ferdowsi. Et le collègue, qui est actuellement réfugié aux États-Unis, a fait dans sa conférence sur Ferdowsi et l'épopée nationale iranienne, alors que le pays, on entendait des tirs dans la rue, mais il fallait dire je maintiens, je résiste, on continue. Et ça, c'était un petit détail qui m'a pas mal marqué. j'imagine bien, oui. Euh, alors, en rentrant dans le vif du sujet, on va essayer de s'intéresser actuellement aux mutations du pouvoir iranien et du régime iranien suite à la guerre. Et bien sûr, on pourra élargir si besoin. Peut-être faire un peu un état des lieux juste avant la guerre ou au début de la guerre, pour un public plus large qui connaîtrait mal l'Iran mais qui veut s'intéresser, comme c'est mon cas, suite à la guerre présente. Qui étaient les dirigeants du régime iranien avant la guerre et quelle était un peu leur position, leur vision du monde en quelques mots. Alors d'abord, je récuse le mot régime iranien. Est-ce qu'on dit le régime français, le régime américain, le régime israélien, le régime brésilien? C'est vrai que l'Iran a un régime politique très particulier. Mais de ne voir dans la discussion ordinaire, on dit le régime, ça devenu un terme générique qui désigne le régime despotique des mollahs fanatiques. Bon, c'est pas faux. C'est un régime politique et qui a ces caractéristiques-là. Mais de ne voir l'Iran qu'à travers cet aspect-là, c'est nier, c'est mépriser en quelque sorte de facto hein, la réalité de 92 millions d'Iraniens qui sont là aussi. Je vous parlais tout à l'heure de ce nationalisme iranien, de cet héritage iranien, de la réalité, de la culture iranienne, de la population iranienne. Et donc, limiter la politique iranienne à uniquement le gouvernement et les gens qui sont autour du gouvernement, qui tiennent le gouvernement en place, qui sont un régime politique particulier, la République islamique, on en parlera. C'est un peu trop restreint. Parce qu'effectivement, en Iran, et ça sera, c'est finalement le thème de toutes mes interventions, c'est de trouver l'équilibre qu'il y a entre le nationalisme iranien, l'héritage iranien économique, la société iranienne, l'héritage islamique qui existe. Les Iraniens sont musulmans chiites, comme les Européens sont chrétiens de tradition, même s'ils sont athées, ils sont imbibés de culture chrétienne, et l'ouverture internationale. Donc ces trois I, je dis, enfin, le I de Iran, le I de Islam, le I de international. Et ces trois I, il faut trouver un équilibre. Alors à l'époque du Shah, l'international était très fort. Hein. L'Iran ne parlait que des États-Unis et d'un pays ouvert à l'international. Le nationalisme était fort et l'islam très très bas. L'islam était trop bas. Résultat, ça fait des blocages, y compris le nationalisme, parce que le Shah d'Iran acceptait l'impérialisme américain, la domination américaine sur l'Iran. Et donc, les nationalistes iraniens ont dit non, nous ne voulons pas de l'impérialisme américain, hein, et donc limiter un peu l'international. Et les islamiques, les musulmans traditionnels, disaient la culture iranienne ne correspond pas à la nôtre. Autrement dit,
Alors, et Khomeini arrive au pouvoir, donc le I de islam montre très haut, trop haut, mettant le I de l'international très très bas, trop bas. Ce qui fait que les Iraniens qui sont ouverts à l'international protestent, sont pas contents, et le I de l'international remonte. Et c'est ce jeu entre ces trois facteurs. En fait, il n'y a pas trois facteurs, il y a 10 000 facteurs dans toute identité. Prenons-en trois, pour ne pas limiter l'Iran uniquement à l'aspect islamique, qu'est-ce qui pour l'islam et contre l'islam. C'est pas pour et contre. C'est pas tradition et modernité. C'est pas ça. C'est trois facteurs qui ont leur traditionnaliste et leur dynamique qu'il faut rééquilibrer. Donc, à la fin de cette année dernière, je veux dire, de 2025, effectivement, l'Iran est en situation extrêmement difficile parce qu'il y a des sanctions américaines sur l'économie qui font que le pays, depuis des décennies, ne peut pas fonctionner normalement. Impossible d'envoyer un dollar en Iran ou d'en recevoir. Donc l'économie iranienne est bloquée par les sanctions américaines et internationales. Résultat, la bourgeoisie moyenne, l'Iran est le pays le plus instruit du Moyen-Orient, on y reviendra. L'Iran produit plus d'ingénieurs que la France. Cette société ne peut pas se développer, un ingénieur ne peut pas travailler normalement puisqu'il n'y a pas d'usine internationale en Iran pour pouvoir exercer mes fonctions d'ingénieur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis chauffeur de taxi Uber ou l'équivalent en Iran, etc. Je fais des petits boulots alors que je suis ingénieur en électronique. Résultat, la société iranienne était brimée par cela. Mais cette société était également brimée par la répression qu'il y a en Iran, parce qu'effectivement, l'idéologie islamique, le gouvernement islamique est extrêmement totalitaire et n'accepte aucune contestation. Et donc, à plusieurs reprises, la société iranienne s'est révoltée. Que ce soit les milieux populaires qui, en 2019, ont vu le prix de l'essence augmenter brutalement, presque doubler. Donc, les gens qui étaient l'ingénieur, qui était chauffeur de taxi Uber en Iran, si l'essence double, ses revenus baissent. Donc, révolte dans les milieux populaires contre le prix de l'essence. Il y a eu, en 2019, on appelle ça le novembre noir, il y a eu près de 1500 morts en une journée. Une journée. Ah oui. On n'a pas parlé de ça. C'était des prolétaires qui protestaient contre le prix de l'essence. C'est pas intéressant. Donc, on a à ce moment-là une société qui s'est protestée sur ce sujet-là, mais quelques temps plus tard, ce sont les jeunes femmes. Les jeunes femmes de 20 ans, c'est une jeune femme, Mahsa Amini s'appelait, qui a été tuée à Téhéran au commissariat, elle a été tabassée, elle est morte, c'est un scandale. Et donc ça a été la révolte des jeunes femmes dont le symbole était le foulard islamique. Bon. Qui était rien du tout un foulard sur la tête, on n'a pas fait une révolution pour un foulard. En fait, ça représentait beaucoup plus que le foulard. Le foulard était le symbole de bien des choses. Et donc, on a vu toutes des jeunes femmes de 20 ans qui avaient le bac, qui parlaient persan, qui étaient intégrées à Téhéran, qui étaient les mêmes partout dans tout le pays, parce que toutes les femmes iraniennes aujourd'hui de 20 ans ont pu aller à l'école, pas toutes le bac, bien évidemment, mais toutes savent parler persan, sont intégrées à l'international. Et donc Mahsa Amini représentait la jeune femme iranienne normale d'aujourd'hui. Et dans tout le pays, il y a eu cette révolte de cette bourgeoisie moyenne populaire qui disait je veux vivre tranquillement. Et donc, et par ailleurs est arrivé l'international politique et le fait qu'Israël, effectivement, à la question du nucléaire en particulier, ne veut pas voir l'Iran comme grande puissance internationale. Dans le Moyen-Orient, il y a plusieurs pays importants. Il y a eu la Turquie, il y a eu l'Égypte. Il y aura l'Arabie Saoudite peut-être dans 20 ou 30 ans quand elle sera développée. Mais c'est l'Iran. 92 millions d'habitants, des ingénieurs dont en veux-tu en voilà, une expérience politique importante. Donc c'est l'Iran, le pays d'avenir. Et Israël, lui, n'a pas envie d'avoir un Iran, quel que soit son régime politique, un Iran fort de 92 millions d'habitants, ayant une histoire politique, ayant de l'argent, du pétrole, du gaz, des ingénieurs, une industrie, une ambition politique. Et même si le régime change, l'Iran sera une puissance, dans tous les cas, une puissance forte. Pour Israël, qui envisage, par les accords d'Abraham, de devenir la puissance régionale dominante, en ayant des accords avec les pays de la région, c'est un problème. Le concurrent, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est plus l'Égypte, ce n'est pas la Turquie, c'est l'Iran. Autrement dit, Israël a l'ambition de faire baisser l'Iran au maximum et de faire que l'Iran ne soit pas une grande puissance. Résultat, on est un peu dans une impasse. Crise économique, les Iraniens ne s'en sortent pas, les Iraniens en ont assez de la murale islamique, les Iraniens, le gouvernement iranien sent qu'il y a des enjeux de guerre. On n'oublie pas que la guerre Irak-Iran a été 8 ans de guerre, 500 000 morts, c'est des pas rien, que l'Iran a une politique régionale extrêmement forte, on y reviendra. Donc, rien ne va en Iran. Après le 7 octobre en plus, Israël et la guerre de Gaza, la guerre au Liban qui a repris,
Bref, tout le Moyen-Orient est en super tension. Et donc, euh, pour s'en sortir, on va revenir sur ces points, évidemment, je pense, dans la discussion, Oui. dans le tableau. Les États-Unis, qui sont le vrai grand opposant de l'Iran depuis 1979 et la prise en otage des diplomates américains, donc le grand Satan. Et pour les Américains, le pays terroriste numéro un. N'oubliant que le 11 septembre 2001, c'était pas les Iraniens, c'était les Saoudiens qui ont fait le coup, mais c'est autre chose. Donc les Oui. États-Unis et l'Iran décident malgré tout de trouver, de négocier. Et donc, Iran et États-Unis commencent à se retrouver. On se méfie terriblement l'un de l'autre, on se déteste, on s'insulte, mais il faut trouver une solution, sinon ça n'ira pas. Et donc, le gouvernement iranien est contraint de négocier. Il commence à négocier. Mais c'est Israël qui ne veut pas. Israël ne veut pas parce que dit si y a une négociation Iran-États-Unis, l'Iran devient un pays normal, le commerce reprend et l'Iran deviendra très rapidement une vraie puissance économique, politique, morale, culturelle, internationale. Je n'en veux pas. Et donc, première attaque qui a été faite par Israël à la guerre en juin dernier. En juin dernier, Iraniens et Américains étaient en train de discuter à Oman et un accord était bon sur la table, ça pouvait se faire. Israël déclenche la guerre sans prévenir les Américains de juin dernier, la guerre de 12 jours. Les Américains ont finalement réussi, étaient obligés de soutenir les Israéliens et bombarder, on le sait, les sites nucléaires iraniens, mais la négociation était arrêtée. C'était fini. Et donc, les Américains sont un peu furieux d'avoir été amenés en bateau par les Israéliens et reprennent la négociation après la guerre. Et là, les Israéliens sont encore furieux. Et c'est là qu'il y a eu une chose très intéressante et dramatique. Il y a eu conjonction entre les plus radicaux en Iran. Il y a des radicaux qui veulent détruire Israël, qui veulent libérer Jérusalem, avoir une politique agressive contre les Américains. Ces radicaux en Iran, représentés par M. Jalili, qui était leader de ces personnages extrêmement islamistes, ont essayé ne sont pas d'accord avec cela. Ils font pression à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait de négociation. Mais un deuxième acteur arrive, les royalistes, le fils de l'ancien Shah, qui revient sur le devant de la scène, propulsé par les Israéliens. Il manifeste régulièrement en France avec drapeau israélien et drapeau iranien, et pour présenter comme l'alternative, mais étant surtout un moyen de mettre la pagaille en Iran et de diviser les oppositions. Résultat, les royalistes ne veulent pas d'un accord non plus parce que s'il y avait un accord, ben, la République islamique continuerait vaille que vaille. Et le changement politique viendrait de l'intérieur de l'Iran et non pas de l'extérieur, comme c'est le cas avec les royalistes. Et troisième élément, les Israéliens qui à nouveau sont là. Mais pour arrêter cette négociation, comment faire? Ben, la troisième solution, pour éviter une nouvelle guerre tout de suite, et sachant que l'Iran est affaibli, ben, c'est un bon massacre, point de droit de l'homme. Et donc, voyons que les émeutes qui ont commencé à cause des questions économiques en début décembre, fin décembre 2025, les gens en ont assez, l'inflation explose et donc tout le monde en a marre en Iran. Et tout le monde, et donc, c'est-à-dire les riches, les pauvres, même les gens du régime disent ça ne peut pas continuer. Et donc, il y a des manifestations pacifiques de plus en plus grandes. Et les Israéliens disent nous sommes dans la rue, on soutient le peuple iranien, nous sommes dans la rue, dit le Mossad. Bon. Et les royalistes disent vous inquiétez pas, on est dans la rue avec vous. Et d'ailleurs, la police s'est retournée. La majorité des policiers aujourd'hui de l'armée soutient la manifestation contre le régime islamique. Les gens. Et donc, pardon, les agissements du Mossad dans ces émeutes sont avérés. Enfin, il y a des bonnes traces de. Le bruit a couru. Et Le pour bruit les a gens, couru, d'accord. les gens ont dit, écoutez, c'est jeudi soir, et le fils du chat avait dit, jeudi et vendredi, descendez dans les rues, prenez les centres-villes. Donc, des amis m'ont dit, nous sommes descendus dans la rue avec les enfants, parce qu'on était sûr que c'est une grande manifestation populaire qui montrait que tout le monde en avait assez, et qu'il fallait que ça change contre le régime islamique, donc il fallait trouver des réformes solides. Et tout le monde y était, plus ou moins. Et on était sûr qu'il n'y aurait pas d'incident, puisque il y avait des manifestations depuis plusieurs jours, il n'y a pas eu d'incident majeur, il y a toujours des incidents, mais pas dramatiques. Et voilà, il n'y a pas de risque. Ouais. Sauf que à ce moment-là, les plus radicaux en Iran avaient décidé de faire un massacre pour dire aux gens, c'est terminé. Et sachez qu'on n'y va pas. Et là, il y avait un consensus de facto dans cette histoire-là, entre les plus radicaux en Iran qui voulaient faire un massacre comme le Shah n'avait pas fait en 78, il aurait pu faire un massacre au début de la révolution islamique. C'était une proposition de la SAVAK et des Israéliens qui disaient pour arrêter la révolution de 78, faisant un bon massacre de 10 000 personnes, ça sera arrêté. À l'époque, Jimmy Carter avait dit non, je n'accepte pas qu'il y ait un massacre en Iran.
Résultat, le massacre a lieu parce que les gens du Mossad avaient encouragé des gens, dont ils n'étaient pas dans la rue. Certains étaient dans la rue, c'est certain. Il y a eu des provocations d'agents qui ont tiré sur les policiers, donc ça fait des répressions et ça justifie des choses. Mais politiquement, mais ce n'est pas besoin, le gouvernement iranien a pu dire, regardez, ces manifestants, ce ne sont pas des manifestants honnêtes. Ce sont des gens israéliens et royalistes qui veulent faire un coup d'État. Donc, j'ai le droit de réprimer. Et le massacre a lieu de façon épouvantable. Les témoins m'ont dit, les amis iraniens qui étaient sur place, qui sont partis ensuite, et que j'ai vu à Paris il y a quelque temps, m'ont dit c'était vraiment incroyable. La police tirait, les miliciens tiraient dans la foule, qui étaient des gens ordinaires, les Hamas suivis dans les couchés, dans les petites ruelles pour les massacrer. C'était épouvantable. Mais ces manifestations, qui n'étaient pas dans toutes les villes d'Iran, uniquement dans une trentaine de villes, il y a eu des massacres. Le reste, Dieu merci, il n'y a pas eu de massacre partout dans l'Iran. Mais après un tel massacre, les Américains ne peuvent pas discuter avec les Iraniens, c'est pas possible. Mm. Et c'est là que Et Trump. juste dans l'ordre de grandeur, est-ce qu'on sait un petit peu à peu près de combien on parle ou c'est très difficile d'avoir un chiffre parce Là, qu'il y a des écarts très forts sur les estimations, j'ai l'impression. on ne peut pas en parler parce que je n'ai pas les chiffres et personne ne les a. Bon. Mais D'accord. ce qui est important, c'est que ce massacre a été considérable. Même s'il n'y avait que 3000 morts, ce que disent les Iraniens, il y a eu 3000 morts en 2005. 3000 morts en 2 nuits, c'est colossal. C'est Oui. colossal. C'est colossal. Et ça montre quoi? Qu'il y a eu un problème. Donc, plus que le nombre. Alors maintenant, il y a une inflation. 3000, 5000, 10 000, chacun fait des enchères. 60 000. Oh, les Iraniens, il faut les respecter. C'est pas de la viande. 3000 morts, c'est colossal. Symboliquement, c'est gigantesque. Il n'y a pas besoin d'avoir 60 000 morts pour justifier le caractère scandaleux de ces massacres. Et de dire il faut 60 000 morts parce que c'est de la viande iranienne, on s'en fiche, il faut du nombre. Non, respectons les Iraniens. Il y aurait eu simplement 300 morts ces 3 nuits, ça aurait été 300 morts de trop. Donc Trump dit après coup, non, finalement, les massacres, c'est arrêté, c'est fini, je négocie. Et c'est là que Netanyahou dit, c'est pas possible. Moi, je veux une guerre, je veux reprendre la guerre. Je veux finir le travail fait au mois de juin. Il va donc aux États-Unis. Et c'est là que l'on a cet article du New York Times paru il y a 15 jours maintenant, racontant par le menu comment, dans le bureau Oui. ovale, Netanyahou dit à Trump, mon cher Donald, tu fais une petite guerre, on va tuer quelques ayatollahs, quelques généraux, etc., quelques bombardements bien ciblés, l'Iran est à genoux, la population va se révolter, et le régime islamique tombe, et on pourra en finir avec l'Iran tel que là. Et c'est là que Trump, forcé en quelque sorte par les Israéliens, rentre dans la guerre. Et qu'en Iran, certains disaient, oh, c'est une petite guerre, on va tuer quelques mollahs et quelques généraux, et après, c'est terminé. Un petit moment de votre attention. Citoyens et Culture est un jeune projet qui a besoin de votre soutien. Comme certains d'entre vous, je m'inquiète de la polarisation de notre pays, de l'hystérie ambiante qui règne et de la vocifération qui semble être la norme sur les réseaux sociaux. Ma conviction est que nous sommes très nombreux à le ressentir et que les conséquences pour notre santé personnelle, mais également celles de notre démocratie, sont bien réelles. Citoyens et Culture est donc un petit îlot de résistance et de rééducation intellectuelle. Ici, nous donnerons la priorité de notre attention aux érudits humbles et silencieux, et non à ceux qui parlent très bien, très fort et très vite. Il est inspiré des mouvements de culture et d'éducation populaire de l'immédiate après-guerre, comme la structure Peuple et Culture, dont le slogan était « Amener le peuple à la culture et la culture au peuple ». Je souhaite me faire l'écho des préoccupations des citoyens ordinaires, et non seulement de ceux qui produisent la culture. Citoyens et Culture n'est pas un lieu neutre. Il porte forcément la marque de mes biais éducatifs et politiques. Mais j'espère que vous constaterez qu'il témoigne d'une authentique ouverture d'esprit qui va au-delà des chapelles, toujours dans un cadre non polémique, avec un effort sincère de qualité et de rigueur. Si cette mission vous parle, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant, en allumant vos notifications et en partageant nos épisodes. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Discord et sur Twitch, les liens sont en description. Encore merci pour votre attention et retournons maintenant à notre épisode. Et ce qui s'est passé, c'est pas du tout cela. On a certes tué le guide de la République islamique et quelques généraux le premier jour, et la guerre a continué. La guerre n'était pas contre le régime islamique, la guerre, elle était Et contre peut-être l'État. tout à fait, peut-être que Trump était aussi un peu encore sous l'effet de son opération au Venezuela qui le faisait penser qu'il allait pouvoir régler ça rapidement. Mais oui. Et donc, cette guerre a été faite non pas contre le régime islamique, on s'est rendu compte, mais beaucoup plus que ça. Pour les Israéliens,
Éliminer la République islamique, tant mieux, parce qu'elle n'est pas sympathique pour Israël, c'est une évidence. Hein. Non, et pour les Américains aussi, ils veulent s'en débarrasser si c'était possible. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'écraser l'État iranien. Et c'est là que je reprends mes 3 I du début. C'est pas le I de l'islam qui est attaqué. Il est attaqué, certes. Alors on parle du régime, des gardiens de la révolution. On n'entend parler que de ça. C'est faux. Parce que la guerre, qu'est-ce qu'elle a fait? La guerre a fait que les Iraniens ordinaires, qui n'étaient pas pour la République islamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils sont attaqués chez eux. Ma maison a été détruite, celle du voisin aussi. Mais bref, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est pas simplement de la répression, c'est de la guerre. Résultat, la patrie est en danger, le territoire iranien est en danger. Les Iraniens ordinaires demandent à l'armée iranienne de les défendre, ce qui est normal, demandent au gouvernement de les défendre. Ce gouvernement, c'est M. Khamenei, ce sont les religieux, ce sont les gardiens de la révolution, qui sont des membres de l'armée iranienne, qui font le boulot. En temps de guerre, on arrête la contestation, on se réunit autour de l'État, quel qu'il soit, et on se défend. Ça s'est passé en 80, quand, au début de la révolution, Khomeini n'est pas à tous les pouvoirs. Il y avait encore les libéraux, les nationalistes, les pro-occidentaux, les marxistes, qui est très puissant en Iran en 1980. Saddam Hussein attaque l'Iran. Résultat, tout le monde a dit on soutient Khomeini, qui est le chef de l'État. Et Khomeini a profité de la situation pour établir sa dictature islamique, grâce à Saddam Hussein et l'attaque irakienne soutenue par les Français, les Allemands et les Américains. Résultat, quand on touche au I de Iran, on le rapproche du I de l'islam et on a ainsi une unité nationale beaucoup plus forte qui renforce quoi? Le régime islamique. Et là, on peut parler de régime islamique, qui a réussi à récupérer la dynamique nationaliste de tout pays attaqué. Résultat, aujourd'hui, cette guerre est une guerre qui ne touche pas tellement le régime islamique, on va voir maintenant comment il va évoluer de l'intérieur, hein, mais c'est une guerre où tous les Iraniens sont dans le camp du gouvernement, de l'État iranien, non pas du régime islamique, mais de l'État iranien. Il y a un État, un président, M. Pezeshkian, qui est réformateur, qui essaie de trouver des solutions, qui fait en sorte qu'il y ait du ravitaillement, qu'il y ait de l'argent, qui essaie de négocier pour trouver une solution, arrêter la guerre, qu'il y ait de l'électricité, de l'eau, du travail, bref, il gère l'État. Et donc, l'État iranien a été renforcé par cette guerre. Et aujourd'hui, le problème est de savoir comment, à l'intérieur du pays, les Iraniens pourront exprimer leur volonté, qui est effectivement, de résister à une agression internationale, avec la plus grande armée du monde américaine aidée de la meilleure armée du monde israélienne, qui a attaqué un petit pays, finalement, de l'Iran, qui a résisté. L'Iran n'est pas mort. Et c'est donc une défaite, non pas militaire, mais une défaite politique, et d'Israël et des États-Unis, qui n'ont pas réussi en 3 jours à écraser le régime iranien et l'État iranien. Ils se sont trompés complètement. Ils s'imaginaient que l'État iranien, c'était le I de l'islam, et que tous les Iraniens allaient dire vive Trump, vive Israël, venez donc chez nous. C'est une méconnaissance fondamentale de l'Iran. Moi, j'ai passé 50 ans à travailler sur le pays. J'ai dit, Bernard Orcat, tu as échoué complètement. Tu as essayé de montrer que l'Iran était complexe, et visiblement, ni M. Netanyahou, ni M. Trump ont lu mes bouquins et ceux de mes collègues pour comprendre que l'Iran ne se résumait pas à 3 ayatollahs. Alors justement, est-ce que vous avez évoqué le renforcement du régime, du régime de l'État, on va dire, iranien, puisque c'est effectivement peut-être l'expression la plus juste, qui a pris la place justement des dirigeants jusque-là qui ont été éliminés. Dans quelle mesure cela renforce, comme vous dites, le régime iranien et nous donner un sens aussi de... Est-ce que c'est un renforcement qui est possible sur la durée ou est-ce que c'est peut-être un peu encore une illusion qui peut s'effondrer dès que la guerre s'arrête puisqu'il va y avoir, j'imagine, un contre-coup quand même financier, notamment de cette guerre auprès de la population. Qu'est-ce que ça peut dire pour l'avenir de l'État? Il est évident que quand dans un pays vous tuez le chef de l'État ou le roi, le guide de la République islamique qui est mort avec sa famille et son fils, donc, etc., que vous avez tué les généraux, les plus grands leaders du pays. C'était déjà le cas en la guerre de 2025, où grand nombre de responsables, y compris des savants du nucléaire, des professeurs d'université ont été tués. Bon, ça déstabilise le pays, c'est évident. N'importe quel pays du monde, si du jour au lendemain, la moitié des ministres sont tués, le chef de l'État et les commandements de l'armée, ça crée des perturbations. Mais en Iran, ce genre de drame a été prévu. Et donc, les généraux numéro 2 sont passés numéro 1. Donc, l'État iranien a résisté. Ce qui est très intéressant dans ces systèmes, c'est que l'État a résisté. Et en particulier concernant le guide. Le guide Ali Khamenei, donc, qui est mort le 28 février,
était l'homme d'État le plus ancien au monde. C'est le président du BIA du Cameroun, je crois, qui était plus ancien que lui. Donc, quelqu'un qui, depuis 1989, est à la tête de l'État, contrôle le pays, connaît tous les arcanes, tous les terroristes, tous les coups tordus, toutes les rivalités politiques. Il a une grande expérience politique remarquable. Il est capable, c'est le seul, de dire oui à l'un, non à l'autre. Et donc, cette expérience, personne ne l'avait. Aucune personnalité iranienne, quelle que soit leur tendance politique, n'avait son expérience. Il était effectivement un chef d'État, même si on a surévalué sa fonction. Donc, quand il est mort, immédiatement, la constitution se met en place. L'État iranien fonctionne. 3 personnes sont légalement responsables du guide, le président de la République, le, le chef du pouvoir judiciaire et une personnalité nommée par le Conseil constitutionnel iranien. Immédiatement, ils prennent leurs fonctions et gèrent le pays pour préparer les élections. Les élections ont lieu. Et c'est là que les choses ont changé parce que qui a été élu? Le fils de Ramenei Mojtaba, qui en plus certainement a été blessé dans l'attentat puisqu'il il habitait avec son père, il était dans la même maison que lui, il a été bombardé. C'est-à-dire que personne n'a été élu. Il n'y avait aucun ayatollah sérieux était capable et n'avait envie de prendre une telle fonction. Parce que d'abord, c'est décontesté. Beaucoup de religieux disent ce n'est pas à nous de diriger le pays, on doit donner des conseils pour dire l'islam ferait ceci, l'islam ferait cela, mais c'est pas à nous de diriger le pays. Et donc, dans la situation présente, personne n'avait la capacité de contrôler un pays en guerre. Il n'avait cette expérience. Et aucun n'aurait eu le pouvoir et l'expérience de Khamenei père. Résultat, on a nommé Mr. Nobody, n'importe qui. On a pris son fils, qui était à moitié mort en plus. Contraint et forcé, il a été élu, mais il ne représente rien. Le problème, c'est que maintenant, les gens qui sont en place, ils n'ont plus les ayatollahs, le guide n'est plus là, dont les religieux ont perdu leur influence, leur rôle dans une partie de leur rôle dans le pouvoir politique iranien. Et donc, l'autre force importante, on dit, c'est les gardiens de la révolution. C'est un peu aller vite. Mais disons, oui, gardiens de la révolution, qui sont les gens qui en Iran représentent l'élite. Et donc, gardiens de la révolution, ce n'est pas uniquement un groupe de fanatiques qui ont décidé de tuer les gens et qui sont des barbares, etc. Il y en a dans ce groupe-là, il y a des gens très radicaux de ce type-là, c'est évident. Mais les gardiens de la révolution, c'est une nébuleuse très importante qui sont l'élite de l'Iran actuel. Pourquoi? Ce sont des gens qui avaient en 1900, lors de la guerre Irak-Iran, ils ont défendu le pays. C'était des étudiants qui étaient, la guerre arrivant, militants islamiques, qui sont allés au combat pour protéger la République islamique qu'ils venaient de faire et de protéger l'Iran. Après la guerre, tous ces jeunes étudiants ont été aguerris, ils sont devenus généraux des gardiens de la Révolution. On leur a donné plusieurs pouvoirs. D'abord de l'argent. Je suis étudiant, j'ai maintenant 30 ans, j'ai pas fini mes diplômes, donc on va lui donner une bourse d'études pour aller à l'étranger même. Finir mon diplôme d'ingénieur, de professeur, de ci, de cela. Et donc beaucoup ont continué leurs études. Et ont donc maintenant ont acquis des diplômes sérieux, capables de gérer un pays moderne. Et on leur a donné aussi beaucoup d'argent financièrement, hein, en leur donnant pour les récompenser des actions, des entreprises qui ont été nationalisées, qu'on a privatisées, comme par hasard, le général Untel, on va lui donner à un prix d'amis, pour quelques milliers de dollars, une usine de conserve de tomates. Et donc il va se retrouver directeur d'une usine de conserve de tomates avec un... Parfois, ça marche bien, c'est du business. Et chacun ainsi a reçu un peu d'argent. Et les gardiens de la Révolution en tant qu'institution ont aussi pris une part du contrôle de l'économie des grandes entreprises iraniennes. Business. Qui dit business dit corruption, dit pouvoir. Mais beaucoup de gardiens de révolution aussi ont continué dans la politique. Ils se sont fait élire comme députés. Ils ont été nommés préfets. Ils ont été nommés gouverneurs de province. Et donc, ont été des gens importants gérant la vie quotidienne des Iraniens. Au point de vue du téléphone, de l'eau, de l'électricité, du travail, de la répression de la politique aussi. Mais ils géraient un pays comme n'importe quel préfet ou gouverneur de province dans le monde. Et ces gens-là aussi ont été des ingénieurs. Parce que très rapidement, ils ont vu que l'Iran, devant devenir un pays puissant, il fallait avoir une industrie de grande qualité. Et eux se sont repliés sur l'industrie militaire. C'était des militaires à l'origine. Et on dit, dans cette guerre, on a gagné la guerre, on n'avait pas de bombe atomique. Et donc, si on avait eu une bombe atomique, peut-être que les Israéliens ne nous auraient pas attaqués. Hein, et Saddam Hussein non plus. Donc, développer une arme atomique, sans la développer tout en la développant en se cachant, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas éliminer. Résultat, ils sont investis lourdement dans un programme nucléaire qui est officiellement pacifique,
mais enfin qui pourrait très bien bifurquer assez facilement. En attendant, je forme beaucoup d'ingénieurs, j'ai une industrie qui permettra de jour J d'être sur le seuil du nucléaire et en quelques années faire une bombe atomique. Et donc, mais faire une bombe atomique, Et la fatwa de l'ayatollah, vous pensez que c'était pas respecté ou c'était... Comment l'interpréter? l'Iran est une république aussi islamique. Et donc, Hmm. dans les trois I dont je parle, le I international est très important, ayant une industrie nucléaire très forte. Le I de Iran est très fort pour protéger la patrie. Et tout le monde a vu le I de Islam. Si l'Iran a une bombe atomique, il va détruire Israël, il va faire l'islamisme mondial, l'invasion musulmane du monde, etc. Et tous les fantasmes qu'il y a sur le grand changement avec l'Iran comme porte-drapeau du monde musulman qui va écraser l'Occident, etc., etc. Donc, on focalise sur le I de l'islam. Et Hmm. pour cacher la chose, vous voulez de l'islam, je vous en donne. L'ayatollah Khamenei fait une fatwa, un décret disant je ne veux pas d'armes atomiques. C'est du cinéma, politique, D'accord. idéologique. Vous vouliez de l'islam, je vous en donne. Hein. Alors, pour certains, c'est vrai. Dans l'Iran ne fait que sortir cela pour dire, noyez, je ne fais pas de bombe atomique. Soyons sérieux. Le I de Iran et le I de international sont beaucoup plus forts que sur le nucléaire que le I de islam. Hein. Non, on voit toujours le curseur. Donc, les gardiens de la Révolution ont été les leaders d'une industrie pour faire du nucléaire, c'est pas dans un garage à vélo. Hein. C'est technologiquement important. Et deuxième chose importante, ils ont constaté que pendant la guerre Irak-Iran à la fin, l'Iran a été, Téhéran a été la seule ville au monde, après Anvers en 1944 et Londres en 1945, victime des bombardements nazis des V1 et V2, par des missiles. Pourquoi? Parce que Londres, c'était Londres, hein, et Anvers avait été pris par les Alliés, et donc pour chasser les Alliés d'Anvers, qui étaient pris, Hitler a bombardé Anvers. Et Téhéran a été ensuite en 87-88 la seule ville au monde bombardée par les Scuds irakiens. Et les Iraniens n'avaient pas de Scuds. Ils avaient quelques Scuds donnés par la Corée du Nord et la Russie, mais pratiquement rien. Et donc, le fait d'avoir été victime, et à Téhéran, près de 800 missiles sont tombés sur Téhéran. Et donc les Iraniens, les gardiens de la Révolution, ont dit, on n'a aucune arme contre cela. Il nous faut des missiles. Il nous faut cette arme nouvelle. Et donc ils ont investi massivement dans l'aérospatial, dans des missiles capables de mettre des satellites sur orbite. L'Iran est un des 5 pays au monde capables de mettre un satellite sur orbite, de petits satellites, mais ils sont capables de le faire, et d'avoir développé une industrie de missiles et de drones par la suite, exceptionnelle au niveau international, en les produisant sous sanctions internationales, c'est-à-dire avec l'aide coréenne, chinoise et russe un petit peu, mais c'est les Iraniens qui ont fait ça. Là aussi, avoir des milliers, je dis bien des milliers de missiles capables de toucher Israël à 3000, à 2500 km de là, avec une grande précision, c'est un succès militaire, mais surtout industriel considérable. Hein. Et donc, les gardiens de révolution sont l'élite industrielle. Mais pour faire ça, c'est pas un gardien de révolution, c'est pas un général qui fait ça. C'est des milliers d'ingénieurs qui sont pas forcément soutiennent la République islamique, mais qui défendent l'Iran en tant qu'État. Et donc, je suis ingénieur, moi, en aéronautique, et je suis responsable de guidage des missiles qui vont défendre ma patrie. Le PDG, c'est un ancien gardien de la Révolution, mais bon, je travaille pour l'Iran. Et donc, je fabrique des missiles. Et donc, il y a l'ingénieur, le technicien, il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui vont travailler dans cette industrie. Et donc, les gardiens de la Révolution, ce sont aussi ces gens-là, et qui ont un réseau énorme de gens comme ça. Autrement dit, même chose dans l'université, etc., où beaucoup sont devenus professeurs d'université. Je connais, j'ai eu l'occasion de fréquenter d'anciens généraux gardiens de la révolution de la guerre Irak-Iran, devenus profs de fac, qui sont mes collègues, qui ont été mes collègues à l'université de Téhéran, qu'on rencontrait. Alors, disons, bonjour mon cher collègue, comment vas-tu? Et mes collègues me disaient, mais tu sais qui c'est celui-là? Non, je sais pas, mais c'est l'ancien général inter. Ah bon, bon. Voilà, donc ils forment l'élite du pays. Mais une élite qui n'est pas uniquement l'élite terroriste qui a massacré les gens en janvier. Il y a une partie qui est comme ça. Et ce qu'il faut voir. Et donc, dans les gardiens de la Révolution, c'est un pluriel. Et je prends le pluriel, avec une division en une multitude de petits groupes qui ont des intérêts différents. Et donc, si vous voulez, on peut entrer dans ce débat. Et Ouais. aujourd'hui, effectivement, il y a en Iran un président de la République, Pezeshkian, qui est un excellent médecin. Et pardon, juste, Bernard Arcade, sur les gardiens de la Révolution, quelle, quelle forme d'autonomie ils ont? Est-ce qu'ils répondent quand même de l'ayatollah, du président? Ils sont entre les deux? Est-ce qu'ils répondent Ils sont les plus forts. D'accord.
Je suis le plus fort en économie, j'ai beaucoup d'argent et je suis capable de corrompre s'il le faut pas mal de gens. Je suis le plus fort scientifiquement, c'est moi qui tiens le réseau industriel et scientifique le plus important. Et du point de vue idéologique, je défends la République islamique, donc je suis un bon musulman, c'est incontestable. Donc je maîtrise tout. Et on va y revenir sur les gardiens de la Révolution en détail. Oui, Mais pour vous dire que le président élu, Pezeshkian, qui est un bon médecin, bon musulman, de Tabriz, Azéri, on reviendra sur les Azéris, qui sont les turcophones d'Iran, qui font aussi la grande bourgeoisie iranienne. Alors, ces gens-là, il a été élu démocratiquement. Beaucoup d'abstention, mais bon, c'est le seul élu dans le gouvernement iranien par le peuple. Deuxième personnage important, Ralibaf, le président du Parlement, qui est un candidat à la présidentielle plusieurs fois, et qui est donc le président, qu'il a été légitimement élu aussi, il a été élu député de Téhéran, député de Machhad, et il préside le Parlement depuis déjà 4 ans. Et il a toujours essayé, en tant que président du Parlement, de manager l'État iranien. Il sait qu'il a des réformateurs d'un côté, à gauche, si vous voulez, qui veulent l'ouverture internationale, des négociations et trouver des solutions pour ne pas écraser les citoyens iraniens qui, du point de vue moral, l'histoire du Chador en particulier est important. Donc, plus d'ouverture internationale. Mais ils ont toujours été incapables de prendre vraiment le pouvoir. L'autre côté, les plus radicaux, qui veulent la guerre contre Israël, etc. Et lui a toujours essayé de dire, sauvons l'État, ne faisons pas n'importe quoi. Et donc, de temps en temps, il va satisfaire les radicaux islamistes, mais pour leur dire, voyez, c'est moi le chef, mais pour faire en sorte qu'ensuite, ils soutiennent de facto le gouvernement de Pezeshkian. Il va un peu entre les deux, essayant de contrôler les plus radicaux pour servir les plus modérés, tout en disant plus modérés, n'exagérez pas, parce que les plus radicaux sont là, ils peuvent vous embêter, trouver un équilibre entre les deux. Et c'est là que ce personnage, gardien de la Révolution, est très important. Et si vous voulez, on va insister sur ce Ralibaf, qui est donc au centre, en quelque sorte. Non pas un centriste, mais quelqu'un qui essaie de tenir compte de tous les rapports de force qu'il y a. C'était à 22 ans, c'était un étudiant en chirurgie dentaire. Il était dentiste, il voulait être dentiste, et puis la guerre arrive, il est investi dans le gardien de la Révolution, et en mai 82, il se trouve un des 3 généraux qui ont gagné la bataille de Khorramshahr. À Khorramshahr, en mai 82, le territoire iranien a été libéré intégralement. Toute l'armée irakienne a été obligée de refluer. Il y a eu des dizaines de milliers de prisonniers dans la journée du 20 mai 82. À 22 ans, c'est Bonaparte. Il a réussi à écraser l'ennemi de façon glorieuse. Et donc, un titre de gloire extraordinaire. Ses 2 autres collègues ont été tués, mais lui a survécu à la guerre. Bref, c'est un héros de la guerre irakienne. Ensuite, il a été le premier chef du Trust des gardiens de la Révolution au point de vue économique. Il a récupéré, l'État lui a donné, cette entreprise qui s'appelle Rata Molambia, lui a donné à ce trust des entreprises iraniennes qui étaient nationalisées et qui ont été données à ce groupe-là. Donc les gardiens de la Révolution ont ainsi eu un appareil industriel important, outre le fait qu'à titre personnel, ensuite chacun a été arrosé, comme je l'ai pu le dire. Et donc, il contrôle cela, c'est-à-dire un poids économique considérable pour acheter des gens, pour avoir un réseau de petites gens que j'emploie chez moi. Ça fait un réseau économique. Et de corruption aussi, d'argent qu'on met de côté. Il a ensuite été nommé chef de la police iranienne. Il a fusionné police et gendarmerie. En France, on n'a pas réussi à le faire, il l'a fait. Et a modernisé la police. La police, désormais, était, après la révolution, la guerre, ils étaient mal habillés, les commissariats étaient en ruine, ça marchait mal, etc. Il a informatisé la police, les services de renseignement, les services de la carte d'identité, les passeports. Les commissariats ont été repeints, modernisés, les policiers désormais des uniformes modernes. Et anecdote, il disait qu'il fallait changer le parc de voitures de la police. Il n'avait plus de voitures, des vieilles voitures. Donc il fait un appel d'offres international pour acheter 10 000 voitures à l'étranger parce que l'Iran ne produisait pas de voitures pour la police et la gendarmerie. Et je crois que c'est Toyota qui a remporté l'appel d'offres international. Toyota, c'est quoi Toyota? C'est quoi une voiture moyenne? Je veux pas de ces voitures-là. Je veux des Mercedes-Benz. Et donc il a exigé du gouvernement qu'on ne prenne pas Toyota et on prenne 10 000 voitures Mercedes-Benz pour la police et la gendarmerie. Et de vous imaginer l'adjudant-chef d'un petit village, chef de la gendarmerie de Patelin paumé du Lorestan, désormais il fait ses tournées dans une Mercedes-Benz à vitres fumées, ça pose un gendarme tout de suite pour montrer l'État iranien est là, il est islamique et moi j'ai réussi à faire cela. Et donc fierté de l'État iranien qui est la police et est au service du peuple, c'est une police digne. Mais ensuite il est devenu chef, le commandant de l'armée de l'air des gardiens de la Révolution.
Et l'histoire dit que son fils lui dit, mais papa, tu sais même pas piloter un planeur. Qu'à cela ne tienne. Il passe le brevet de pilote, et passe le brevet de pilote Airbus, et il est pilote adjoint, il est copilote, il a un brevet international de pilote d'Airbus. Et il faisait des navettes Téhéran-Paris pour valider son brevet de pilote pendant très longtemps. Et on dit que c'est lui qui a piloté l'Airbus qui a mené les négociateurs à Islamabad, de Téhéran à Islamabad, lors des négociations avec les Américains. Et Ah oui. il a dû prendre de manche à balai de l'Airbus pendant quelques heures. Donc, il est un homme qui a été pilote d'Airbus. Et ensuite, il a été candidat à la présidentielle, et il a été ensuite maire de Téhéran. Et pendant 2 mandats de Téhéran, pendant 8 ans, il est celui qui a modernisé Téhéran, avec des contrats internationaux, faisant venir les grandes entreprises internationales pour que Téhéran soit une ville prestigieuse, un technocrate ouvert à l'international. Et à ce moment-là, dans sa campagne électorale, il dit « Je suis le Reza Shah islamique ». Reza Shah, c'est le père du Shah dernier, celui qui a fondé l'Iran moderne, qui a modernisé l'Iran, a fait un État fort, dictatorial, mais fort. Dictature militaire, mais forte. Mais islamique. Donc je suis le descendant du Shah, hein, mais islamique. Donc j'essaie de coïncider le nationalisme, l'Iran, l'islam et la modernité, et l'international. Et donc il est aujourd'hui la personnalité qui coche toutes les cases. De la répression, de la police, de la gestion, de l'international, de la République islamique, de l'État iranien, de l'armée iranienne, de l'héritage révolutionnaire, bref, il coche toutes les cases. C'est pour ça que je l'ai appelé le Bonaparte iranien. Le Bonaparte, il n'a plus 20 ans, il a 65 ans, 70 ans aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a la capacité de contrôler un pays qui est ravagé par les divisions, qui est ravagé par la guerre, qui en a assez du système, il faut en trouver une issue. Et c'est pas un démocrate chrétien suédois qui va diriger l'Iran aujourd'hui. Hein. C'est Pezeshkian est très très bien. Mais par exemple, Pezeshkian, allié à Ghalibaf, l'un présentant Pezeshkian un bon musulman, médecin, honnête, pacifique, respecté, élu démocratiquement, pourrait très bien être la façade d'un Bonaparte iranien derrière qui, lui, tient le pays et négocie avec les Américains et les Israéliens et est capable d'être ferme. Cette alliance des deux pourrait permettre effectivement un système dont les gardiens de la révolution seraient les acteurs parce qu'ils sont l'élite. Mais ce ne sont pas n'importe quels gardiens de la révolution, ce sont les plus radicaux qui seraient éliminés au profit des plus technocrates et des gardiens de la révolution. Petite question, je confesse mon ignorance. Vous avez parlé des candidatures à la présidentielle du président élu démocratiquement. Est-ce que c'est bien le cas? Les processus d'élection du président de l'Iran sont pleinement démocratiques? J'avoue que je n'en sais absolument rien, donc je vous pose la question. Alors, les auditeurs pourront voir sur le site de Ouais. cartorian.cnrs.fr l'atlas des élections présidentielles en Iran que j'ai réalisé. Vous trouvez ça facilement. Et donc, vous avez une analyse de ces élections. Elles sont démocratiques avec beaucoup de guillemets, c'est évident. Parce qu'il y a le choix préalable des candidats. Le Conseil constitutionnel iranien, les gardiens de la Constitution, élimine les mauvais candidats. Bon. Mais au total, il y a des candidats qui montrent une diversité d'analyses. Ils se débrouillent pour que ça soit crédible. Et donc, dans la bagarre, il y a toujours quelques expressions. Et les élections présidentielles sont toujours un moment qui dure 15 jours, pas plus, où tout le monde peut s'exprimer. On peut dire n'importe quoi pendant ces 15 jours. Après, c'est fini. Donc, et l'élection, sur le plan pratique, correspond. L'atlas que j'ai fait montre que, grosso modo, le nombre de voix retenues par les candidats a une signification politique réelle. Donc, malgré les fraudes électorales ici et là, globalement, l'élection présidentielle traduit une réalité. Quand il y a eu une abstention massive pour Haïti, par exemple, en 2021, ça traduisait le fait que les Iraniens rejetaient tout et ne voulaient pas participer à cette élection, en disant aucun candidat n'est valable. Et dont l'abstention était un signe. Quand Pezeshkian a été élu, la participation a augmenté un petit peu, mais surtout il y avait 2 candidats, Pezeshkian et un radical. Et les gens ont voté massivement pour le candidat Pezeshkian réformateur, que les gens n'appréciaient pas totalement, mais qui était par rapport à l'autre un choix politique. Donc les élections sont partiellement démocratiques, et ma foi, prenons ça comme un gage à utiliser, avec des pincettes, mais à utiliser. Donc on a aujourd'hui un paysage politique très tendu, parce que le Parlement ne s'est pas réuni à cause de la guerre, parce qu'on ne sait pas qui dirige. Beaucoup de cadres ont été éliminés, hein, mais on voit très clairement un combat très très dur entre les plus radicaux qui disent il faut continuer la guerre, il faut refuser la discussion aux États-Unis, pas de négociation, il faut écraser l'armée américaine et espérer que les Américains vont débarquer sur le territoire iranien
envoyer 10 000 GI, sachant que si 10 000 GI débarquent sur le territoire iranien, l'armée nationale iranienne terrestre, pas les gardiens de la révolution qui utilisent les missiles et les drones, mais l'armée nationale, qui représente les 2 tiers des forces armées, sont capables d'écraser physiquement les malheureux GI américains et de faire 9 000 morts sur les 10 000. Une victoire écrasante, humiliant les États-Unis comme ils ont été humiliés avec la prise en otage des diplomates américains, mais cette fois-ci, c'est des morts, c'est pas des otages. Et donc, l'Iran s'affirmera comme un vainqueur militaire. Certains en Iran rêvent de cela, les plus radicaux, les islamiques. Diront, grâce à une victoire écrasante sur le grand Satan américain, l'Iran s'affirmera comme la grande puissance islamique capable d'imposer sa volonté au Moyen-Orient. Ces gens-là, ils existent. Ils ont soutenu tous les proxys, toutes les révoltes dans le monde Moyen-Orient. Mais ils sont actuellement en repli et ils n'ont pas de base populaire. Ils avaient la guerre, a fait que les Iraniens disent, je n'ai pas l'intention, moi, de soutenir une nouvelle conquête du Moyen-Orient avec les gardiens de la Révolution qui vont à la guerre au Moyen-Orient et repartir au Liban ou en Syrie ou en Irak ou en Arabie Saoudite faire la guerre. Je veux vivre aujourd'hui, je suis ingénieur, j'ai 35 ans, je suis au chômage depuis 10 ans à cause de sanctions américaines. L'Iran est un pays important, on a de l'argent, du pétrole, je veux vivre aujourd'hui. Et dans la majorité silencieuse iranienne, elle est là, elle a envie de vivre et prête à suivre même un Bonaparte qui n'aime pas a priori, mais qui serait capable d'arrêter la guerre et de remettre l'État iranien en état de fonctionner. C'est ça qu'il faut voir, très cyniquement, sachant que ce n'est pas la solution à tous les problèmes, parce que la répression continue, parce que le modèle répressif, ça ne s'élimine pas en 3 minutes. Et sur ces factions entre modérés et plus radicaux, les plus radicaux, cela veut dire quoi exactement en termes de politique? Est-ce que ça voudrait dire un Iran qui cherche à tout prix à avoir la bombe nucléaire? Est-ce que c'est on utilise au maximum nos proxys, on est dans une guerre à outrance qui ira au-delà avec Israël et l'Iran, avec peut-être du terrorisme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire les radicaux? C'est quoi un peu leur vision et leurs objectifs? Alors ces radicaux sont d'abord des radicaux islamiques. C'est-à-dire pour eux, l'islam est un élément très important. L'islam, je dirais pas l'islam du prophète Mohammed, mais l'islam de bigoterie, une espèce d'islam de religiosité populaire, sur le foulard, le symbole du foulard par exemple, le statut des femmes, et le fait qu'on donne la parole, on essaie de justifier sa politique de despotique par des raisons religieuses. C'est l'Iran des mollahs, si vous voulez, qui a été éliminé en partie. Mais eux disent non, l'islam reste une force de mobilisation, et c'est vrai, qui va permettre d'avoir une base populaire. En reprenant ce qu'a été Khomeini au début de la Révolution. Khomeini a amené des millions de personnes contre le Shah, alors qu'avant, les intellectuels de gauche qui faisaient la révolution contre le Shah étaient quelques milliers. Le jour où Khomeini dit « je soutiens la révolution contre le Shah », là, il y a une masse populaire qui a suivi. Et après, bon, il a pris le pouvoir, c'est autre chose. Ils disent non. Aujourd'hui, l'islam populaire représente une force importante, donc continuons à travailler là-dessus, avec les femmes en tchador noir, avec le statut des femmes imposé, etc., qui va nous permettre d'avoir une base populaire importante. L'islam, c'est important. Mais ce sont des gens aussi qui rêvent que l'islam doit être la religion du monde entier, avec un prosélytisme important. Et donc, on reprend l'exportation de la révolution islamique, en disant le peuple égyptien, le peuple jordanien, le peuple saoudien n'attend que l'islam pour renverser les despotes, etc. Ce rêve-là existe. Et tous se disent aussi, parce que ce sont des bons Iraniens traditionnels, avoir une bonne bombe atomique, ma foi, ça donnerait un statut politique à l'Iran, comme l'Israël, comme le Pakistan, et être par rapport à Israël une grande puissance. Donc, on aurait une affirmation idéologique considérable et militaire considérable. Donc, tous ces rêves-là, ils sont dans l'ADN de ces gens-là, qui ne sont pas pragmatiques, qui ne regardent pas que aujourd'hui, la population iranienne, même les bons musulmans iraniens, ceux qui croient dans le prophète Mohammed, ne croient pas dans cet islam-là. Et donc, ils ont perdu la base populaire qu'ils avaient. Et donc, ces gens-là, ils existent. Mais à ne voir, quand on parle de régime iranien, le régime iranien, on voit ces gens-là et le danger qu'il y a. Et ils représentent un danger incontestable. Mais on ne voit pas les autres et on ne les soutient pas suffisamment. On demande, le ministre des Affaires étrangères français disait hier ou avant-hier, il faut que l'Iran fasse des concessions. Attendez, il faut demander aux Israéliens de faire des concessions, aux Américains de faire des concessions aussi. C'est eux qui ont lancé la guerre. Remettons aussi, si j'ose dire, l'église au milieu du village. Dans cette guerre, l'Iran ne menaçait personne. L'Iran était en train de trouver une solution intérieure. Ils avaient abandonné leur proxy.
Le Hezbollah n'attaquait plus Israël. C'était fini. Les Houthis, pareil. Les milices en Irak étaient en train de se dissoudre. Donc, l'Iran n'a pas lancé la guerre, c'est Israël qui a lancé la guerre. Ouais. Et donc, demander à Israël et aux Américains, s'il vous plaît, baissez un peu de ton. L'Iran a ouvert le Strait d'Ormuz. Les Américains ont dit, je ferme le Strait d'Ormuz. J'interdis aux bateaux iraniens de passer. Alors, tout le monde peut passer, sauf les Iraniens. C'est évidemment un blocage du Strait d'Ormuz. Et donc, c'est aux Américains d'arrêter de bloquer le détroit, puisque les Iraniens avaient accepté de l'ouvrir. Bon. Donc, il y a une espèce de focalisation sur le régime iranien qui serait responsable de tout, qui expliquerait tout. Et on se trompe. Parce qu'on affaiblit le président, Ralibaf, les gens en place aujourd'hui qui veulent négocier avec les Américains, on les affaiblit parce qu'on leur met des conditions économiques qui les étranglent. La fermeture de Strait d'Ormuz cause des dégâts importants à notre économie en potentiel, mais ce n'est pas encore le cas. Le prix de l'essence, etc., ce n'est qu'anecdotique par rapport à ce qui peut nous attendre. Mais en Iran, l'Iran dépend totalement des importations et exportations qui passent par là. Le commerce iranien par la Turquie, par voie de route ou par chemin de fer, c'est rien du tout. C'est très très peu de choses. C'est 5 à 10%. Donc, vous empêchez les bateaux iraniens d'exporter le pétrole ou d'importer les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, etc. C'est une catastrophe pour les Iraniens. Autrement dit, la fermeture de Strait d'Ormuz est une atteinte très dure à l'économie iranienne, à la vie des gens. Et donc, c'est aux Américains d'être un peu calmes et de dire, et de faire pression peut-être sur eux pour leur dire, arrêtez votre petit jeu et négociez sérieusement. Ouais. Alors le temps avance un petit peu et je vais vous, si vous le voulez, donner un peu l'opportunité de commenter certaines cartes que vous avez préparées. Mais juste avant et rapidement, on parlait des factions au sein de l'Iran. Y a-t-il un risque de guerre un peu plus, pas une guerre civile, mais d'affrontement entre ces factions qui affaiblirait le régime, ou c'est encore assez loin et les choses sont quand même assez tenues, ce qui me semble être le cas d'un point de vue extérieur, mais peut-être que vous avez un regard plus précis là-dessus. Alors, la guerre civile, il n'y en a pas eu. Ouais. À la révolution islamique, il n'y a pas eu de guerre civile. Il y a un consensus pour que Khomeini soit au pouvoir. Il y a eu une guerre civile avec les Kurdes qui avaient des ambitions d'indépendance, mais pour des raisons autres. Malheureusement pour les Kurdes, ils ont été instrumentalisés par les Américains, les Français, les autres, ou Israéliens, pour des causes qui n'étaient pas les leurs. Donc, il y a effectivement des risques. Et on pourra voir la carte justement des langues parlées en Iran. La carte vous montre une carte donc, qui est sur le site internet Carte Orient, vous montre effectivement en bleu une carte montrant les populations dans les villages. Donc, en bleu, vous avez au centre les persanophones, les gens dont la langue maternelle est le persan. Mais vous avez aussi en vert les gens dont la langue maternelle est le turc azéri. Vous avez les Baloutches au sud-ouest. Vous avez les Kurdes qui sont ici en couleur jaune. Vous avez les Ouais. Arabes en zone vif. Bon, toutes ces populations donnent l'impression que l'Iran est un pays divisé. En fait, non, parce que cette réalité culturelle existe bien évidemment. Un Turc est un Turc, un Arabe est un Arabe, et il parle à la maison. Mais c'est une autre carte qu'il faut voir, c'est la carte de l'alphabétisation, importante. Elle vous montre la géographie de la population alphabétisée en Iran, à gauche, en 1986 dans l'Atlas d'Iran que j'ai réalisé il y a quelques 86. À droite, la même carte, mais pour la population alphabétisée en 2016. En Ah 86, oui. le centre de l'Iran, persanophone, riche, développé, urbain, en bleu foncé, est alphabétisé. Et en rouge, vous avez les provinces périphériques qui sont très sous-développées, où 80% de la population ne sait pas lire et écrire. 30 ans plus tard, la carte est en bleu. Il n'y a guère que quelques Incroyable. Ouais. petits départements du Balouchistan qui sont quand même à 60%, alors qu'avant ils étaient à 10% alphabétisés. Tout l'Iran est alphabétisé. Et c'est ça l'élément le plus important. C'est que Oui. avant on avait un Iran éclaté, mais aujourd'hui on a une unification de l'Iran. Parce que jadis, la population de l'Iran était massivement analphabète et rurale. Aujourd'hui, on est un Iran massivement alphabétisé, scolarisé et urbain. Et là, prenez la troisième carte qui vous montre à se montrer l'évolution de l'urbanisation et de l'alphabétisation. D'accord. Ce Grande. graphique montre tout. Ça vous montre l'évolution de la population urbaine en Iran, en rouge, et rurale en vert, la population alphabétisée en bleu et analphabète. Et ces courbes se recoupent, c'est-à-dire 50% en février 79, c'est-à-dire le jour où Khomeini arrive au pouvoir.
le jour de la révolution islamique, pour la première fois de l'histoire de l'Iran, la moitié de la population iranienne sait lire et écrire et habite en ville. Et cette courbe ne s'arrête pas. La révolution iranienne n'arrête pas l'évolution de la société. La société continue son évolution. Donc, sur le plan politique, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et si on ne prend qu'un Iran divisé, parce qu'il est ethniquement divisé ou entre opposition de l'armée conventionnelle ou l'armée des révolutions, l'Iran, en fait, est très uni par le nationalisme. Et donc, tous les Iraniens et la guerre le renforcent. Il y a certes des opinions divergentes. Il faudra certainement couper la main à quelques voleurs. Mais l'Iran, aujourd'hui, est un pays qui est profondément unifié. La division principale, et vous avez raison de le souligner, la division est politique, entre ceux qui sont du régime et ceux qui sont contre le régime. Dans le nizam, comme on dit, ceux qui sont pas dans le nizam, dans l'appareil. Et donc, Le nizam, c'est quoi, pardon? nizam, c'est l'État. L'État, D'accord. le régime, au sens strict, c'est le régime, au Ouais. sens où on l'emploie maintenant chez nous en France. Donc, si on est dans le régime, un tel, il fait partie du nizam. Et là, il n'en fait pas partie. Bon. Les gens qui... Mais dans ce nizam, dans cet Iran ordinaire, des milliers de personnes se trouvent dans ce système-là. Et donc, la question se pose. Les choses changent. On fait une nouvelle révolution. On n'y a pas une révolution, mais un changement constitutionnel qui fait qu'il n'y a plus de guide, il y a une démocratie un peu mieux améliorée. Mais est-ce qu'il va y avoir une épuration? Qu'on va exécuter et condamner tous les colonels, tous les généraux de la guerre Irak-Iran et des anciens combattants, tous les ministres, tous les députés, tous les anciens députés, tous les préfets, tous les gouverneurs de province? Est-ce qu'il va y avoir un massacre de l'épuration? On vient de dire, mais ce préfet, enfin, il était islamique, bon, mais il était un préfet, il gérait la boutique. Hein. Et donc, la corruption, des gens ont volé dans la caisse de l'État, c'est évident, par milliards. Bon, ces gens-là, il est évident qu'il faudra qu'ils soient sanctionnés. Jusqu'à quel niveau on va sanctionner les gens? Attention, le petit milicien Bassidji, qui est dans les milices parce que c'est un emploi qui permet d'avoir un certificat de bonne conduite, qui permet d'avoir une priorité dans les emplois publics. Bon. Bon. Ce gamin, il était facteur, il a eu le contrat de facteur, il était élu facteur. Petit emploi des PTT. Pourquoi? Parce qu'il a été dans les Bassidj, il a été dans les miliciens, donc il a été reçu premier au concours des PTT, c'est lui le facteur. On va le mettre en prison parce qu'il a été un peu pistonné pour son poste de facteur. Jusqu'où va-t-on Hmm. aller? Donc, Hmm. un peu tous les Iraniens savent qu'ils n'ont pas envie d'une guerre civile. Il y a un consensus pour la paix et la stabilité. Il faudra certainement éliminer les criminels, c'est évident. Le nouveau régime islamique, le nouveau gouvernement d'État iranien va forcément faire le ménage. La question de savoir jusqu'où on va. Mais pas de guerre civile, certainement. Et c'est là qu'un pouvoir autoritaire, non pas une dictature militaire, mais un pouvoir militaire fort, un pouvoir fort, pas forcément militaire, un pouvoir fort pour imposer effectivement des changements juridiques à la constitution iranienne, à la vie politique iranienne, pour que la majorité des Iraniens, la majorité silencieuse jusqu'à maintenant, puisse effectivement s'exprimer normalement. Mais cela passe par la levée des sanctions économiques. La clé, elle est là. Le jour Iran-États-Unis ont trouvé un modus vivendi et que les sanctions économiques sur l'Iran sont levées, et les milliards de dollars confisqués par les Américains sont rendus à l'Iran, ça changera beaucoup des choses, parce qu'actuellement, le prix des denrées alimentaires a doublé depuis le début de la guerre, doublé, vous vous rendez compte? Donc les gens vont commencer à avoir Ouais. faim en Iran, dans les milieux populaires. La crise économique est catastrophique, le pays était ruiné. La moitié des avions de ligne iraniens ont été détruits. L'avion avait 100 Airbus et Boeing pour les civils. La moitié ont été détruits. La Syrie iranienne était détruite. Les industries de base iraniennes ont été détruites. Ça fait des millions de chômeurs potentiels. Reconstruire l'Iran est un challenge énorme. Et donc, les différences politiques seront importantes, mais il faut un consensus national avec un soutien international aussi pour que l'Iran puisse redevenir une puissance normale. Le seul danger, c'est que Israël, lui, a d'autres agendas et ne veut pas que l'Iran soit une grande puissance. Et Ouais. donc, est-ce que les États-Unis ont la capacité de contrôler Israël? Vu ce qu'Israël fait à Gaza et ce qu'il fait au Liban, on peut savoir, et là, c'est là qu'on voit que le Gaza, le Liban, l'Iran sont dans le même panier, avec les pays de la région aussi qui ont été traumatisés par la guerre. Avoir une base américaine chez soi, ce n'est plus le gage de sécurité, c'est un danger pour les Émirats, pour Qatar, pour Bahreïn, pour le Koweït ou l'Arabie Saoudite. Ça refonde toute la politique régionale. Cette guerre n'est pas une guerre Iran, Israël, États-Unis. C'est une guerre non pas mondiale, en ce sens que mais tout le monde est impliqué dedans. Et à l'avenir, ça sera un peu la crise qui va cristalliser le fait que l'ONU n'existe plus, les accords internationaux n'existent plus, Israël ne respecte aucune guerre, les États-Unis ne respectent aucune règle internationale, l'Iran ne respecte pas beaucoup de règles non plus. Il faudra bien trouver une solution. Et c'est là que l'exemple iranien coûte très cher aux Iraniens.
Mm. très cher aux Iraniens. La répression est forte, mais c'est un laboratoire politique qui peut-être il faut regarder de près en évitant les clichés, en évitant le régime, les gardiens de la révolution. Regardons le nationalisme iranien, l'islam comme culture populaire et l'ouverture internationale de l'Iran qui est l'espoir de beaucoup d'Iraniens. Alors on va commencer à conclure, mais ce que je retiens aussi assez fortement de ce que vous venez de dire, c'est que en fait cette guerre est un véritable tournant historique qui va au-delà de, si je puis me permettre, une lubie de Trump qui va pouvoir terminer et avec l'influence, comme vous avez dit, de Netanyahou, qui va pouvoir espérer terminer cette guerre. Elle aura, même une fois terminée, elle aura des répercussions, elle a des répercussions énormes et peut-être qu'on ne saisit pas encore complètement. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça? Tout à fait. Ok. Je disais symboliquement, cette guerre met la Chine, met la Russie, Israël, le Brésil, l'Indonésie, tout le monde est concerné par cela. C'est pas le prix du pétrole qui n'est que l'indicateur secondaire finalement des choses, mais le symbole de cela. On se rend compte que plus rien ne marche, que les systèmes politiques mis en place en 1945 n'ont pas survécu aux décolonisations, à l'émergence des pays du tiers-monde, qui restent toujours en état de guerre, n'a pas survécu à la fin de l'URSS, hein, qui n'a pas encore trouvé de solution, hein, et les pays émergents n'ont pas encore trouvé de solution. Donc la guerre qui se passe aujourd'hui et qui a commencé à Gaza, qui a commencé le 7 octobre finalement, qui a déclenché tout, Gaza, le Oui. Liban, l'Iran, il faut maintenant tout repenser. Et là, qui peut faire ça? C'est là que la proposition du Premier ministre canadien était intéressante, disant il faut que les pays moyens prennent leurs responsabilités. Les grandes puissances, c'est fini. Ils sont incapables de diriger. Regardez, Trump, regardez Poutine. L'immense Russie n'est pas capable d'écraser l'Ukraine en quelques semaines. Bon. Et l'Iran et les États-Unis ne sont pas capables d'écraser l'Iran en quelques jours. Donc, ils ne marchent plus. Ils n'ont pas de projet politique. Donc, nous, puissances moyennes, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, pourraient être des pays le Pakistan, prennent leurs responsabilités. Parce que les grandes puissances, c'est terminé. Ils sont incapables et sont des voyous. Poutine est un voyou, Trump est un voyou. Il ne respecte aucune règle. Et là, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Donc, qui peut prendre des initiatives? Donc, la France avait des ambitions, jadis. Elle n'a peut-être plus les moyens aujourd'hui, mais bon, espérons. Qui peut être dans ces pays moyens un leader qui permettra de dire aux Américains, aux Russes et aux Chinois, bon, il faut mettre de nouvelles règles en place, dire aussi aux Iraniens, dire aux pays islamistes, aux radicaux dans tous les pays, ne pas oublier qu'au Soudan, il y a des guerres dramatiques, en Birmanie également, le Congo est ravagé par la guerre, on voit le Mali, le Sahel et les pays qui sont ravagés aussi. Donc, il y a urgence. Il y a urgence. Et la guerre actuelle, euh, il faudra en tirer des leçons. Elles ne sont pas simplement une condamnation de la République islamique et des mollahs et du régime iranien. Il faut aller au-delà de ça. Ça symbolise euh, une lutte et les Iraniens ont mené cette lutte pour défendre leur patrie, défendre leur culture islamique. Ils ont le droit d'être musulmans comme d'autres sont bouddhistes ou d'autres sont chrétiens et ils veulent vivre au XXIe siècle. C'est trois Iran, islam, international. Et donc, chaque pays on peut le décliner à sa façon dans tous les pays du monde. Essayons d'être un peu complexes et surtout de voir les populations qu'on oublie trop souvent, qu'il faut un peu les respecter. On n'est pas d'accord avec eux, mais il faut quand même respecter les gens. C'est la base de toute citoyenneté. Absolument. Et dernière question, et pour terminer, un petit jeu jeu, le mot est peut-être mal choisi, mais de pronostic, parce qu'on a parlé à la fois du renforcement de l'État et du pouvoir iranien. En même temps, vous avez souligné les fragilités, notamment sur le plan économique. Est-ce que si cette guerre perdure sur, disons, encore 6 mois, est-ce que vous pensez pas qu'à ce moment-là, il va y avoir une inflexion et que le pouvoir iranien ne pourra pas tenir sur la durée en raison des effets sur sa population? Votre pronostic, si le conflit durait tel qu'il est actuellement encore 6 mois? Si je peux me permettre de vous faire Oui, un pronostic, toujours tout le un peu monde dit, compliqué. c'est une guerre contre la montre. Qui va céder le premier économiquement? Trump, parce Oui, qu'il a fait des élections et que le gallon d'essence va coûter 4 ou 5 dollars aux États-Unis et la crise économique mondiale, ou les Iraniens. Actuellement, les Iraniens ont une tradition, hélas, de résistance. Ils sont habitués à vivre avec presque rien. Mais on ne peut pas condamner 92 millions d'Irans à crever de faim. Et de penser qu'il y aura un changement politique après ça, non.
Après ça, il y aura un effondrement, il y aura un drame. Alors, ajouter un drame au drame, ça veut dire l'exode des Iraniens massif, c'est-à-dire avoir un Afghanistan à côté de l'Iran. Enfin, on peut l'imaginer cela. Euh, et je ne pense pas que ça apportera la paix aux Iraniens. Parce que là, on aura effectivement un régime dur, un régime de guerre à se mettre en place, vu l'effondrement de l'État iranien. Et avoir un État failli, on le voit au Mali, on le voit en Burkina, on le voit dans beaucoup de pays, c'est pas la solution pour les habitants. Et il faut espérer que des puissances moyennes, justement, la France ou d'autres pays, disent aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire cela, trouvez une solution. Et obliger effectivement Israël et les États-Unis et l'Iran et les autres pays de la région à trouver des solutions raisonnables. On ne peut pas continuer à avoir Israël revendiquant le monopole de la gouvernance du Moyen-Orient, les États-Unis faire une guerre comme ça pour s'amuser en disant je suis le plus fort, je suis le plus fort, je fais ce que je veux. Euh, c'est pas aux Iraniens qu'il faut demander des comptes, c'est aux États-Unis. Et donc ça, c'est une autre histoire. Mais donc je pense personnellement que il y a aux États-Unis en particulier des gens un peu sérieux, j'ose l'espérer. Très bien, bah, écoutez, c'était vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a quelques références bibliographiques, voire vidéographiques que vous pourriez proposer, y compris vos propres, ce que vous avez pu écrire? Vous avez parlé du site Cartoran, si je dis pas de Cartorian. bêtises. Cartorian, pardon. Voilà, Cartorian. je vous en prie, pour ceux qui voudraient Oui. approfondir le sujet. Le site Cartorian, vous pouvez éventuellement mettre un lien avec Oui, absolument. mettre le site. Cartorian, qui est un site de cartes que j'ai mis en place, qui rend carto. Vous avez beaucoup de choses en ligne là-dessus. Et j'ai publié il y a quelques années maintenant au CNRS un petit bouquin qui s'appelle Iran, paradoxe d'une nation. Vous avez, avec des photos en quelques pages, l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Mais surtout, essayons de regarder l'Iran avec un peu de réalisme et non pas de passion fanatique. Très bien, ça sera le mot de la fin. Et je mettrai bien sûr les liens de l'ouvrage et du site en description. Bernard Orcade, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant un pouce bleu, en vous abonnant et en allumant les notifications sur YouTube ou la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Partagez cet épisode si vous pensez qu'il est important. Je lis tous les commentaires et réponds quand c'est pertinent, alors n'hésitez pas à engager la discussion. Citoyen et Culture est un tout jeune projet et j'ai besoin de vos encouragements. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord, en description, et ma chaîne Twitch pour interagir directement avec moi ainsi que la communauté que nous construisons. Nous sommes des citoyens inquiets de la polarisation de notre pays et qui veulent s'apaiser en améliorant nos connaissances et en multipliant les moments dans notre semaine où nous nous concentrons et ralentissons ainsi la diminution de notre capacité d'attention. Si cette mission vous parle, c'est avec plaisir que je vous retrouverai dans notre prochain épisode. À bientôt.